Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magnéto. Le Magnéto, c'est habituellement l'occasion de mettre en lumière des joueurs qui n'ont pas eu toute la gloire qu'ils méritaient, et ce, malgré leur bonne performance. Aujourd'hui, le registre est différent. Nous allons parler d'une équipe peu glorieuse, qui s'est faite remarquer pour ses défaites concédées à la pelle. Non, nous ne parlerons pas des Kings, promis, mais bel et bien des Cavaliers de Cleveland. En NBA, il existe des records dont on ne vante jamais les mérites. La série de 26 défaites consécutives enregistrées par Cleveland sur la saison 2010-2011 en fait partie. S'ils ne sont pas les seuls à l'avoir fait, on rappelle ici le statut d'ex-aequo des Sixers de 2014 avec 26 défaites de suite également, le contexte autour de cette série était bien différent chez nos amis de l'Ohio. Tout d'abord, ils sont les premiers à avoir instauré ce triste record en NBA. Ensuite, les Cavs sont coutumiers du fait, puisqu'ils possédaient déjà le précédent record, avec une série de 24 défaites entre les saisons 1981-82 et 1982-83. Alors que Cleveland dominait outrageusement sa conférence dans le sillage d'un LeBron James inarrêtable les années précédant le record, comment une telle série a pu, à nouveau, voir le jour à Cleveland? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Magnéto. Ils sont 5000. 5000 joueurs à avoir un jour foulé les parquets de la NBA. 5000 athlètes de haut niveau et autant d'occasions d'écrire et de redécouvrir l'histoire de la Grande Ligue. Destin tragique ou prodigieux, événements marquants, anecdotes rocambolesques et inspirations politiques. Que serait la NBA sans tous ces épisodes, sans tous ces acteurs, sans toutes ces facettes encore trop rarement reconnues? Larry Foust, Rick Barry, Bill Walton, Michael Cooper, Grant Hill, Baron Davis, autant de joueurs méconnus, d'actions légendaires, de monstres oubliés et de futures légendes brisées. Raconter les multiples histoires de la Grande Ligue, c'est la mission du Magnéto. Pour remettre en contexte, revenons, si vous le voulez bien, à la saison 2009-2010. À cette époque, les Cavs, coachés par Mike Brown, avaient décroché la première place à l'Est, parfaitement menée par le MVP de la régulière, LeBron James. L'équipe affichait même le meilleur bilan de la ligue, avec 61 victoires pour seulement 21 défaites. Ils arrivent donc en play-off, en pleine confiance, à la suite d'une bonne saison régulière. Le premier tour face aux Bulls de Derrick Rose se passe sans aucun souci. Solide, les Cavs concèdent une seule défaite pour se hisser en demi-finale de conférence. Pour ce second tour, se dressent face à eux les Celtics. Les Verts avaient terminé 4e de la régulière et s'étaient facilement débarrassés du Heat au premier tour, sur le score de 4-1 également. Après les 3 premières rencontres de cette demi-finale, Cleveland menait 2-1 et avait les moyens d'aller en finale de conférence. C'était sans compter sur un Rajon Rondo des grands soirs, qui avec un match en 29 points, 18 rebonds et 13 passes décisives, permit aux Celtics d'égaliser à 2-2 dans la série. Après ce match, les Cavs sombrèrent complètement. D'abord un blowout avec 32 points d'écart au match 5, puis une courte défaite de 9 points sur le 6e et dernier match de la série, malgré un LeBron en 27 points, 19 rebonds et 10 passes décisives. Cependant, les stats de James ne reflètent pas réellement son engagement sur le terrain. Beaucoup de fans l'accusent d'avoir volontairement perdu pour partir de Cleveland l'esprit tranquille. LeBron, face aux Seas, semblait avoir la tête ailleurs. And this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. C'est le 8 juillet 2010, à 21h, en direct du Connecticut sur ESPN, que LeBron James s'apprête à lever les quelques doutes qui planent sur son futur. Ils sont plus de 10 millions
à suivre cet événement en direct devant leurs écrans. Les fans de Cleveland sont en train d'assister à l'une des plus grandes désillusions de leur histoire. Le King s'en va vers le soleil de la Floride, laissant derrière lui une équipe fragilisée. Les Cavs perdent également l'icône Zydrunas Ilgauskas, qui suit LeBron à Miami, pendant que Shaquille O'Neal part lui aussi, cette fois du côté de Boston. Dan Gilbert aura pourtant tout tenté pour conserver le natif d'Akron dans son effectif. Mais en vain. James veut sa bague, il la veut maintenant, et ce ne sera pas dans l'Ohio. Pourtant, après la défaite en demi-finale de la conférence Est, Dan Gilbert, le propriétaire des Cavs, n'a qu'une idée en tête. Il veut conserver LeBron coûte que coûte en répondant à toutes ses exigences. Mais LeBron veut une bague, et surtout un coach qui sait comment la gagner. C'est ainsi qu'après 5 saisons passées sur le banc des Cavs, Mike Brown est démis de ses fonctions. Il est remplacé par Byron Scott le 1er juillet, jour où LeBron devient officiellement un free agent. L'ancien entraîneur des Hornets de New Orleans a de belles lignes sur son palmarès. Il a emmené à 2 reprises les Nets du New Jersey en finale NBA, et il a remporté le titre à 3 reprises durant sa carrière de joueur. Le seul petit bémol est que LeBron a déjà pris sa décision. Et les mouvements de Gilbert ne suffisent pas pour convaincre James de rester. Passé la tristesse de voir son meilleur joueur partir, c'est la rancune qui prend place dans le cœur de Gilbert, qui en fait désormais une affaire personnelle. Je vous garantis personnellement que les Cleveland Cavaliers vont gagner un titre NBA avant que le roi autoproclamé en gagne un. C'est donc dans une ambiance plombée par The Decision que les Cavs attaquent la saison 2010-2011. Cet exercice restera gravé dans les mémoires de beaucoup de fans NBA. C'est en effet au cours de cette saison que l'on a vu Derrick Rose devenir MVP, que l'on a assisté au premier pas du rookie Blake Griffin, et c'est également l'année que les Mavs choisiront pour remporter le plus prestigieux des trophées. Mais dans l'ombre de ces accomplissements, il y a les Cavs, et des fans pour qui la saison rimera avec cauchemar. Pourtant, la saison de Cleveland débute avec une victoire extrêmement symbolique, et Gilbert, le visionnaire, nous fait à nouveau part de ses prédictions. Cette équipe peut sûrement aller en play-off, et peut-être plus loin encore. Il faut dire que l'image était belle pour Cleveland. Réussir à battre les Celtics, l'équipe qui les a éliminés en play-off, et ce, sans l'aide de LeBron James. Gilbert ne pouvait pas rêver mieux. Seulement, au rêve succède toujours la réalité. Et cette dernière fut très brutale pour la franchise de l'Ohio. Le 28 novembre, les Cleveland Cavaliers s'imposent 92-86 face aux Grizzlies. Cette victoire fait monter leur total à 7 victoires pour 9 défaites. Nous les retrouvons 10 matchs plus tard avec un bilan de 7 victoires pour 19 défaites. Parmi ces 10 défaites consécutives, un douloureux blowout à domicile contre le Heat et 38 points inscrits par LeBron. I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. Les menaces de mort, maillots brûlés et huées incessantes de la part du public de la Quicken Loans Arena n'auront absolument pas affecté le King, et Miami infligea la pire défaite possible aux Cavs et à leurs fans, au supplice de voir leur revanche partir en fumée. He's one of our own. That's what makes it so painful. I'm a big LeBron fan, and this is the worst thing that could have ever happened to me. And I thought for once in my life, with how much I love Cleveland sports, it would love me back. And that has not happened today. C'est finalement face aux Knicks que les hommes de Byron Scott réussiront à stopper l'hémorragie. Dans un match emporté par Cleveland après prolongation, sur le score de 109-102, de quoi offrir un peu de répit aux joueurs ainsi qu'aux fans qui commençaient à s'impatienter. 2 jours plus tard, les Cavs ont à cœur de confirmer cette victoire obtenue face aux Knicks. Face à eux pour ce match charnière, on retrouve le Jazz de Deron Williams et Paul Millsap,
assez logiquement, Utah l'emporte 101-90. Personne ne s'en doute à ce moment, mais cette défaite marque le début d'une longue série. Deux défaites plus tard, les Cavs reçoivent Minnesota, qui enregistrait à cet instant le pire bilan de la ligue. De faibles loups sur une série de 7 défaites consécutives au moment d'affronter Cleveland. 97-96 à 6 secondes du terme. Les Cavs tiennent leur victoire. Jusqu'à ce que Michael Beasley, en feu, vienne crucifier Cleveland et offrir la victoire à Minnesota sur un dernier lay-up victorieux. Les Wolves sortent de leur série de défaites, les Cavs, eux, ne font qu'y entrer. Depuis la défaite contre Utah, les Cavs en sont désormais à 10 matchs sans victoire. Ils se rendent chez les Lakers en espérant pouvoir mettre fin à cette série qui inquiète. Sauf que cette fois, les événements s'emballent, et les Cavs ne se contentent pas d'une simple défaite, non. À la mi-temps, Cleveland est mené 57-25. Un écart de 32 points qui s'alourdira, et s'alourdira, et s'alourdira, jusqu'à atteindre la barre des 55 points. 55 points d'écart, alors même que les Cavs ne marqueront que 2 points de plus pour un total de 57 points. 112-57, tel est le score d'une humiliation comme rarement il a pu en exister en NBA. Vous vous demandez certainement quelle est la recette pour prendre une gifle aussi monumentale. Prenez 30% de réussite au tir, 7% à 3 points, et ajoutez la bagatelle de 38 pertes de balles. Une victoire qui constituait d'ailleurs la 3e plus large victoire des Lakers depuis leur arrivée à Los Angeles. Les Cavs enchaînent une 11e défaite, la soirée est cauchemardesque. Mais alors que l'on pensait que Cleveland avait touché le fond, un simple tweet va venir creuser un peu plus le trou dans lequel la franchise est en train de sombrer. C'est fou, le karma est une p***. Il vous rattrape à chaque fois. Ce n'est pas bon de souhaiter du mal à quelqu'un, Dieu voit tout. Ce tweet, aujourd'hui supprimé, est apparu sur le compte de LeBron James pendant que les Cavs étaient en train de se faire humilier. James ne s'est jamais exprimé sur la visée de ce tweet, mais on peut facilement envisager que ce tacle était dirigé envers Dan Gilbert, avec qui il entretient un combat de coq par médias interposés depuis le début de la saison. C'est presque un mois plus tard, le 7 février, que Cleveland entre à nouveau dans l'histoire en battant son propre record de défaite. Battu de 3 longueurs par Dallas, Anton Jamison, Ramon Sessions & Co. établissent une nouvelle marque inédite dans l'histoire de la NBA. 25 défaites d'affilée. Le surlendemain, le 9 février 2011, Cleveland reçoit les Pistons de Détroit. Le record a été battu, chaque défaite n'est maintenant qu'un bonus pour le rendre un peu plus imprenable. Malmenés par le grand Rodney Stuckey et ses 22 points, les Cavs dépassent le simple cadre du basket et viennent inscrire leur nom dans les 3 sports majeurs des États-Unis d'Amérique. Cleveland entre un peu plus dans l'histoire et égalise le record de défaites établi par l'équipe de NFL des Buccaneers de Tampa Bay en 1977. Ce soir-là, c'est un profond sentiment de honte qui entoure les Cavs. Il ne s'agit même plus de tanking.
Ils sont tout simplement incapables de remporter un match de basket. Coach Scott en arrive à remettre en cause l'intégrité de ses joueurs. Je peux accepter la défaite, mais je trouve ça très dur d'accepter la défaite quand les joueurs arrivent sans être prêts à jouer. Cette 26e défaite est d'autant plus insupportable lorsque l'on sait qu'un facteur extérieur aux Cavs est venu influencer sur la motivation de Détroit. En effet, l'analyste d'ESPN, Tim Legler, avait prédit que les Cavs mettraient fin à leur série de défaites face aux Pistons. Seulement, les joueurs de Détroit avaient à cœur de montrer qu'ils ne seraient pas ceux qui permettraient la fin de la série, sur laquelle toute la ligue avait les yeux rivés. Rodney Stuckey affirmait ainsi que tout le vestiaire était au courant de cette prédiction, et qu'ils étaient plus motivés que jamais. Tracy McGrady ajoutait après le match qu'il avait entendu Tim Legler, et qu'il ne serait pas celui qui perdrait contre Cleveland. Mais quelle équipe assumera donc d'être celle qui perdra face à ceux qui ne savent pas gagner? Et finalement, qui de mieux qu'un perdant magnifique pour en faire gagner un autre? Car ce sont finalement les Clippers qui se chargeront de ce fardeau à leur juste hauteur le match suivant. Les mots de Daniel Gibson, qui affirme pouvoir enfin sourire après le match, en disent long sur l'état mental des joueurs pendant la série de défaites. Si les Los Angeles Lakers ont écrasé les Cavs au pire moment, les Clippers, eux, leur ont sorti la tête de l'eau. Lors de la première défaite de la série contre le Jazz, les Cavs pointaient à 8 victoires pour 19 défaites. Avec cette victoire face aux Clippers, ils en sont à 9 victoires pour 45 défaites. Pourtant, l'histoire aurait pu encore plus mal tourner, puisque Cleveland était très bien parti pour perdre son 27e match de suite. Les Cavs sont menés de 2 points à 20 secondes de la fin et ont la possession pour décider de l'issue du match. Byron Scott prend le temps mort et établit son système. À la remise en jeu, Mo Williams se voit confier la gonfle et fait cavalier seul vers la raquette. Il s'arrête et prend un tir mid-range très bien contesté. La Quicken Loans Arena explose de joie en voyant le tir rentrer. Mais évitons les précipitations. Il reste encore 5 minutes de prolongation à jouer. Les Cavs mènent 120-116 et s'offrent une courte respiration avant de subir un énorme panier à 3 points de Randy Foye qui permet à Los Angeles de recoller à 120-119. Rien n'est encore fait. Et il ne reste finalement que 22 secondes de jeu quand Anton Jamison plante ce qu'il considère être le plus beau panier à 3 points de sa carrière. La Cavs Nation exulte. Cleveland va remporter un match de basket. Après presque 2 mois sans victoire, la série se brise enfin. Les Cavs s'imposent finalement 126-119 et arrêtent leur iconique série de défaites à 26 unités. Maintenant que cette série est bouclée, il convient de se pencher sur quelques chiffres symptomatiques de cette saison de Cleveland. Le premier facteur qui peut expliquer cette longue série de défaites, c'est l'absence de régularité dans les 5 majeurs. Une irrégularité due avant tout au nombre de blessures dans l'effectif, notamment celle d'Anderson Varejao, le joueur à ne surtout pas perdre pour Byron Scott, coach des Cavs à l'époque.
Je me souviens dire à mes assistants que le seul joueur qu'on ne pouvait absolument pas se permettre de perdre était Andy. Une semaine plus tard, il était out pour la saison. Une blessure d'autant plus dramatique qu'elle est intervenue en plein milieu de la série de défaites alors que Varejao était le seul intérieur potable chez les Cavs. Sur l'ensemble de la saison, Byron Scott est le coach qui a dû démarrer ses matchs avec le plus grand nombre de 5 majeurs différents. Il y en a eu 24 au total, dont 13 sur la période des 26 défaites. Sur les statistiques pures, maintenant, le bilan est tout aussi sombre que le record de défaites. À l'issue de la saison, les Cavs possédaient le 29e offensive rating avec 102,2 points et le 29e defensive rating avec 111,8 points. Ils ont également le 29e pourcentage au tir de la ligue et le 24e pourcentage de tir à 3 points. En bref, quel que soit le côté du terrain que l'on observe, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Cependant, c'est dans les pires situations qu'il est parfois salvateur de trouver du positif. C'est pourquoi on peut essayer de retenir de cette saison au moins 4 motifs de satisfaction pour la franchise. Le premier point positif, c'est que les Cavs n'ont pas le pire bilan de la ligue. On se rassure avec ce qu'on peut, et avec leurs 17 victoires pour 65 défaites, les Minnesota Timberwolves restent derrière Cleveland et leurs 19 victoires. Le second prouve que le bonheur se trouve dans les choses simples. Les Cavs ont finalement battu le Heat de LeBron James. Certes, il leur a fallu pour cela 3 rencontres, mais ils finirent par obtenir ce qu'ils attendaient le plus, faire chuter le King. Pour le plus grand plaisir des fans, mais surtout de Dan Gilbert, Cleveland s'imposa 102-90 dans la 4e et dernière rencontre qui l'opposait au Heat, et ce, malgré un LeBron en mission avec 27 points, 10 rebonds et 12 passes décisives. Ce soir-là, c'est la tête basse que le King quittera la Quicken Loans Arena. La loyauté des fans de Cleveland sera le 3e motif de satisfaction. Des fans qui, malgré les défaites, continuèrent de payer leur place pour aller voir jouer l'équipe qui était devenue la risée de la NBA. Cette saison-là, la Quicken Loans Arena affiche en effet le 12e taux de remplissage de la ligue, avec en moyenne 97,8% de la salle occupée, alors même que rien ne semblait donner envie d'aller voir cette équipe jouer. Pendant le record de défaites, les fans ont assisté à 11 défaites consécutives à domicile, alors que sur les saisons 2008-2009 et 2009-2010 cumulées, les Cavs n'avaient perdu au total que 8 matchs à la maison. Malgré cela, la Cavs Nation est restée unie derrière ses joueurs. Et enfin, certains l'oublient, mais dans le marasme sportif que représentait cette saison, Cleveland posait la première pierre de son futur sacre de 2016. Dans un trade aux allures de braquage avec les Clippers en cours de saison, Cleveland récupérait Baron Davis et un premier tour de draft contre Jamario Moon et Mo Williams. Si le passage de Davis fut rapidement oublié, l'acquisition de Kyrie Irving à la future draft avec le pick récupéré dans le transfert constituera un événement majeur dans l'histoire de la franchise. De quoi redonner un peu d'espoir aux fans qui souffrent des prestations calamiteuses de leur équipe. Accrochez-vous. Les prémices d'un futur titre se dressent peut-être sous vos yeux sans même que vous ne puissiez encore le savoir. Même pour les fans des Kings. Tout peut arriver. Vous venez d'écouter le Magnéto. N'hésitez pas à commenter, noter et à partager ce podcast. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, que ce soit Spotify, Deezer, Encore, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous pouvez enfin retrouver tous nos articles sur notre site internet QIBasket.net et nous partager vos retours sur tous nos réseaux sociaux. Merci pour votre écoute et à très vite.